Bien, alors donc dans la partie concernant l'orchestration des conteneurs, euh, la dernière fois donc on avait fait un cours sur Docker Swarm. On a vu le principe c'est-à-dire d'orchestration des conteneurs d'une manière générale. Euh, bon, Docker Swarm c'est une solution c'est-à-dire euh, qui est performante, que vous pouvez utiliser pour pouvoir orchestrer les conteneurs. Euh, mais en fait, il y a un autre outil d'orchestration des conteneurs qui est généralement plus utilisé et qui est plus, on va dire, populaire. Donc, c'est Kubernetes. Donc, on va essayer de voir les concepts de base comme la dernière fois. Donc, et après, donc, quelques démonstrations pour voir comment utiliser, c'est-à-dire l'orchestration des conteneurs avec Docker. Et on laissera la partie pratique pour les dernières séances, notamment, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour terminer des cours. Et il en reste encore d'autres choses qu'on va faire. Bien, alors donc je vous rappelle que, donc d'abord le contexte. Pourquoi il faut avoir un outil d'orchestration des conteneurs? Alors c'est vrai que Docker, donc plutôt comme on va dire moteur de conteneurs, il résout déjà la grande partie du problème. Parce que pour mettre des applications dans des conteneurs, on a déjà expliqué avec Docker que ça permet de faciliter le déploiement des applications. Et maintenant, d'une manière générale, quand vous utilisez Docker, vous utilisez des commandes sur ligne de commande Docker Run. Vous spécifiez le nom de l'application. C'est suffisant pour, par exemple, un administrateur système pour déployer l'application. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Docker, il va, généralement, si l'image de l'application n'existe pas en local, donc il va contacter un Docker Hub, enfin le Docker Hub, c'est-à-dire un registre Docker. Jusqu'à présent, nous avons utilisé Docker Hub, qui est on va dire l'annuaire public où les conteneurs sont stockés, en tout cas pour les applications qui sont d'ordre public. Mais comme je disais bien que, en principe, parmi les applications que vous pouvez télécharger, vous pouvez installer avec Docker, il y a Docker Registry. C'est-à-dire, vous pouvez même, dans une entreprise, créer un Docker Registry. Et du coup, donc, toutes les images que vous allez produire Docker, toutes les images que vous allez publier, au lieu de les publier sur Docker Hub, vous les publiez dans votre Docker Registry. Donc, généralement, c'est ce qui se fait, en tout cas pour les entreprises, ils ont besoin d'avoir leur propre espace de stockage des images Docker qui vont être utilisées pour l'automatisation du déploiement. Alors, en tout cas, donc quand vous mettez Docker Hub, il s'agit donc qu'est-ce qu'il fait Docker? Il va se connecter vers qu'est-ce qu'il fait Docker Engine? Il va se connecter vers en principe Docker Registry qui est dans notre cas Docker Hub et il va télécharger l'image et après il va créer un conteneur. Et après si vous bien sûr on a déjà expliqué que pour régler le problème on va dire de monter en charge. Donc la solution c'est quoi? C'est de déployer le conteneur en plusieurs instances. Alors, ce qui fait que vous aurez besoin de faire Docker Run, par exemple, My App, vous le faites une troisième fois. Alors, ici, donc, vous venez de déployer trois conteneurs à partir de la même image. Alors, c'est vrai, une fois que l'image Docker est téléchargée dans Docker Engine, dans le host de Docker, il ne va pas la retélécharger à chaque fois parce qu'en fait, l'image, il est déjà dans Docker host. Mais après, par la suite, donc, il se peut par exemple qu'à un moment donné, l'une des instances des conteneurs, par exemple, échoue, c'est-à-dire il y a une instance là où il y a un problème. Donc, s'il y a une instance là où il y a un problème, si le conteneur ne marche pas, donc il faut l'arrêter et après il faut remplacer cette instance-là. Donc, ça veut dire qu'il faut, si vous voulez le faire manuellement à nouveau, donc vous devrez exécuter la commande Docker run et après, donc il faudrait faire ce travail de remplacement des instances qui ne marchent pas. Donc ça veut dire que l'administrateur système, c'est à lui de savoir, de scruter en quelque sorte la santé des conteneurs. C'est-à-dire, c'est l'administrateur système qui devrait savoir est-ce qu'il y a un problème dans des conteneurs, s'il y a des problèmes, il faut les remplacer. Donc ça veut dire, au niveau déploiement, c'est vrai que Docker il facilite le travail,
l'essentiel du travail, donc, il va permettre donc, de faciliter donc, le packaging des applications, le déploiement, etc. Mais par contre, si vous utilisez uniquement Docker tout court, sans passer par un outil d'orchestration des conteneurs, donc vous allez quand même galérer en tant qu'administrateur système parce qu'il faut surveiller l'état des conteneurs, ce qui est problématique. Alors, donc, et la même chose, alors si vous, dans votre infrastructure, vous avez prévu uniquement un seul host Docker, c'est-à-dire un seul Docker Engine, alors après, par la suite, donc si votre host Docker, si votre Docker Engine donc, tombe en panne, donc pratiquement tous les conteneurs vont tomber à l'eau. Et du coup, donc, vous aurez besoin donc, de régler ces problèmes. Alors, comment faire pour que votre système, pour votre application puisse fonctionner tout le temps? Donc, c'est-à-dire, il faut garantir donc, la disponibilité de votre application. Donc, s'il y a un conteneur qui tombe en panne ou tout court, c'est Docker Engine tombe en panne, donc il faudrait que votre système continue à fonctionner. Alors, c'est là où donc l'orchestration des conteneurs vient comme solution pour encore automatiser la surveillance de ces problèmes. Donc, c'est l'automatisation de tous ces problèmes de gestion des conteneurs. Et donc, il est assuré par donc, des outils d'orchestration. Donc, on a déjà, en fait, j'avais déjà expliqué ça la semaine dernière. C'est que donc l'orchestration des conteneurs, donc je vous rappelle, donc ça consiste en un ensemble d'outils et des scripts qui permettent l'automatisation d'un ensemble d'opérations, comme la scalabilité des conteneurs. Quand je parle de la scalabilité, c'est plutôt donc la scalabilité horizontale, la réplication des conteneurs, la haute disponibilité, surveiller le bilan de santé des conteneurs, etc. Donc toutes ces opérations-là, on va devoir les automatiser. Alors si on arrive à automatiser ces opérations-là, il va tout simplement l'administrateur système et il devrait faire autre chose. Parce qu'on fait c'est-à-dire déjà si toutes ces opérations sont automatisées, donc ça veut dire que donc les fonctionnalités on va dire des personnes qui travaillent dans l'opérationnel devraient être réorientées vers d'autres tâches, c'est-à-dire se concentrer sur des choses encore qui sont plus importantes, au lieu parfois de passer du temps énorme justement à surveiller des problèmes techniques qui surviennent, qui sont parfois sans fin. Alors donc pour faire l'orchestration des conteneurs, donc il y a des outils. Docker Swarm, donc c'est un outil que je vous ai expliqué la dernière fois. Kubernetes, donc ça c'est pratiquement c'est l'outil qu'on va voir aujourd'hui. Mais ça c'est bon, il y a il y en a d'autres, mais en tout cas on va dire que en tout cas donc ces dernières années, pratiquement on va dire Kubernetes, donc c'est l'une des solutions les plus privilégiées par les entreprises, surtout qui travaillent dans un domaine où, c'est-à-dire qui ont besoin de gérer donc beaucoup d'applications et des applications distribuées, des applications qui demandent, c'est-à-dire des critères de performance qui sont importantes. Mais toutefois, ce n'est pas parce que on va dire, ce n'est pas parce que c'est une mode, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est important nous allons l'utiliser à chaque fois. Donc, c'est-à-dire pour les entreprises qui ont une application dont il n'y a pas de problème de montée en charge, quand il n'y a pas de problème plutôt donc vous n'avez pas réellement un problème de haute performance, donc ça sert à rien donc d'utiliser donc un outil d'orchestration des conteneurs. Donc un simple c'est-à-dire vous pouvez vous limiter tout simplement à la containerisation via Docker et c'est suffisant pour pouvoir déployer facilement vos applications. Donc c'est-à-dire on n'est pas toujours obligé d'aller jusqu'à une solution d'orchestration des conteneurs parce que j'en connais pas mal d'entreprises et pas mal d'applications qui n'ont pas forcément besoin en fait d'un outil d'orchestration des conteneurs parce que déjà quand vous êtes dans l'orchestration des conteneurs, c'est que vous êtes dans vraiment des applications qui demandent des critères de performance et des critères plutôt donc c'est-à-dire qui peut poser beaucoup de problèmes au niveau de maintenance. Mais si vous avez juste une application web dont le nombre d'utilisateurs n'est pas très important,
On peut imaginer par exemple ici dans notre établissement, il y a des applications en intranet qu'on a déployées facilement mais qui continuent à fonctionner sans aucun problème. Tout simplement pourquoi? Parce que il n'y a pas une grande charge, il n'y a pas en tout cas beaucoup de problèmes de sécurité, on n'a pas beaucoup. Donc globalement, mais quand vous êtes dans une entreprise qui opère dans ce domaine de déploiement d'applications, alors ça c'est quelque chose d'assez important. Alors comme je disais donc l'idée principale c'est quoi? C'est que d'abord les outils d'orchestration des conteneurs, ils vont permettre d'utiliser un cluster, d'abord un cluster de conteneurs engine, c'est-à-dire vous avez beaucoup de machines qui vont former un cluster. Et après chaque nœud, chaque machine, il devrait démarrer un Docker Engine, c'est-à-dire pour gérer un ensemble de conteneurs. Et après, par la suite, donc l'orchestration des conteneurs, ben, c'est lui qui va permettre donc de distribuer les conteneurs dans bien sûr plusieurs Docker Engine. Et après, s'il y a un conteneur qui tombe en panne, il va le remplacer. Quand on déploie un conteneur dans un Docker Engine, on va créer un réplica dans un autre Docker. Pourquoi? Parce que si carrément Docker Engine tombe en panne, on ne devrait pas perdre le contenu, c'est-à-dire les applications. Mais sans oublier également les stratégies de mise à jour. Parce que quand on met à jour une application, souvent on a besoin donc de mettre à jour l'application sans l'arrêter. Donc forcément, donc, les outils d'orchestration, ils peuvent définir ce qu'on appelle une stratégie de mise à jour et qui permet facilement de résoudre ces problèmes de gestion des versions, etc. Ce n'est pas le versionner, mais plutôt donc de mise à jour des applications au niveau de déploiement. Donc, Kubernetes, donc c'est un outil d'orchestration des conteneurs. Donc, si vous cherchez l'origine de ce mot-là, Kubernetes, c'est un mot d'origine grecque qui signifie le timonier, c'est-à-dire c'est la personne qui gouverne un bateau, généralement, c'est un peu le terme utilisé. Donc, le projet dans la base, il est inspiré d'un outil qui s'appelle Borg, dont Google s'en servait depuis très longtemps pour gérer ses conteneurs. Et après, par la suite, donc, Kubernetes a été développé et il devient une solution open source. La communauté donc s'est élargie énormément et Google donc a développé donc cet outil-là, donc Kubernetes, avec ses partenaires. En fait, comme d'habitude, quand une solution open source est plus intéressante, il y a beaucoup de grandes entreprises qui opèrent dans le domaine qui vont participer, notamment Red Hat, CoreOS, IBM, Microsoft, Mesosphere, VMware, HP, etc., etc. Donc vous avez donc beaucoup d'entreprises qui c'est-à-dire qui ont contribué à développer donc cet outil de gestion des conteneurs. Alors si vous cherchez donc en fait le langage avec lequel a été développé donc Kubernetes, c'est le langage Go. En principe, Kubernetes, donc c'est un outil qui peut tourner, que vous pouvez installer, que vous pouvez déployer, soit en local dans votre machine. On va voir tout à l'heure que vous pouvez faire vos TP directement dans votre machine. Il y a une solution qui s'appelle Minikube que vous pouvez installer dans votre machine et qui permet donc de faire les TP. Vous pouvez bien sûr l'installer donc dans un réseau local. Vous pouvez installer votre cluster. Vous pouvez l'installer, il est disponible en cloud. Alors souvent, ça c'est des solutions, la tendance il est dans ce sens-là, c'est que les entreprises généralement, parce que quand même pour pouvoir créer un grand cluster, c'est-à-dire de machines qui utilisent Kubernetes c'est coûteux, donc c'est-à-dire que c'est des data centers qu'il faut mettre en place. Alors ce qui fait que les entreprises souvent, dans la majorité des cas, souvent, ils vont exporter, ils vont externaliser donc ces services vers le cloud. Et justement, quand vous êtes au niveau du cloud, Google, Azure, Amazon, etc., donc ils fournissent donc pratiquement des machines virtuelles. Vous-même, donc je vous conseille de le faire sur, par exemple, si vous l'avez pas encore fait, par exemple sur donc Google Cloud, vous pouvez créer des machines virtuelles. C'est vrai qu'il vous donne, je crois, 10 mois de gratuité. Vous pouvez utiliser donc pendant une année presque.
Vous pouvez créer des machines virtuelles. Et quand vous créez des machines virtuelles, donc ça vous permet de spécifier comme quoi vous voulez utiliser Docker et Kubernetes. Et du coup, donc, vous avez des machines virtuelles, vous avez un cluster Kubernetes et vous pouvez directement commencer à déployer vos applications. Donc ça, c'est quelque chose que vous devrez faire pour les prochaines séances, en tout cas si vous ne l'avez pas encore fait. C'est bon? Alors donc, également, vous pouvez le déployer dans des machines virtuelles, physiques, etc. Kubernetes, comme tous les outils, il privilégie donc des API REST pour assurer la communication, d'une part entre les différents composants internes de Kubernetes, mais également avec les applications externes. Donc, c'est-à-dire pour interagir avec un cluster Kubernetes, souvent on va interagir avec une API qui fait partie de l'un des composants qui vont assurer la communication et l'interopérabilité entre les différents composants, soit internes, soit externes. Donc je vais revenir en détail tout à l'heure sur ça. Alors bien sûr, donc Kubernetes, son objectif principal, c'est de gérer directement les applications et non pas les machines. C'est-à-dire, vous avez un cluster, une fois qu'il est défini, donc vous définissez des stratégies de gestion des applications indépendamment de l'infrastructure, donc ce qui va permettre d'orienter bien donc, la gestion des déploiements que vous faites au niveau bien sûr professionnel. Alors si vous posez la question qu'est-ce qu'on peut faire avec Kubernetes, donc ce que vous pouvez faire, c'est d'abord déployer une application sous forme de conteneur dans une machine d'une manière très rapide et prévisible. C'est déjà la rapidité de déployer les applications. Bon, à vrai dire, ça vous le faites avec Docker parce que derrière Kubernetes, il y a Docker bien sûr, donc c'est-à-dire déployer des conteneurs, automatiser le déploiement et la réplication des conteneurs. Donc au lieu de le faire comme je disais manuellement avec la commande Docker où vous faites appel à Docker Compose ou Docker Swarm par exemple pour le faire, vous pouvez également le faire avec Kubernetes. Également organiser les conteneurs en groupe pour le load balancing. Ça c'est important parce que on a déjà vu dans l'approche microservice, c'est qu'à un moment donné, vous avez besoin d'utiliser un service proxy. Et le service proxy, parmi les fonctionnalités, c'est vrai que parmi les fonctionnalités du service proxy, c'est qu'il peut gérer le système d'équilibrage de charge. Donc si vous démarrez plusieurs instances d'un microservice dans plusieurs serveurs, tout simplement le service proxy, il va gérer donc cet équilibrage de charge. Donc, mais en réalité, c'est des problèmes qui sont réglés par Kubernetes, c'est-à-dire par les outils de gestion des conteneurs. Parce qu'en fait, les conteneurs, quand vous les déployez en groupe dans ce qu'on appelle des pods. Donc, je vais revenir tout à l'heure en détail sur ça. Et quand vous les déployez en groupe sous forme de pod, et après, quand vous voulez accéder à un conteneur, tout simplement, tous les conteneurs peuvent être accessibles via la même adresse. En fait, les conteneurs du même groupe peuvent être accessibles via la même adresse IP. Donc, ça veut dire que c'est Kubernetes qui va gérer l'équilibrage de charge. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez plus à vous soucier donc, de ce problème d'équilibrage de charge. S'il y a un problème de montée en charge, Kubernetes, il va démarrer des instances. Donc, et après vous, votre application, vous n'avez plus besoin de... donc, c'est lui qui va gérer la charge, plutôt l'équilibrage de charge au niveau des utilisations des différentes instances d'un service d'une manière générale. Et ce qui est important, c'est que pour déployer donc, des applications avec Kubernetes, donc, généralement on utilise un fichier de configuration en format YAML ou JSON. Donc, dans la majorité des cas, on préfère souvent les fichiers au format YAML. Pour déployer l'application, on va déclarer tout simplement l'architecture cible, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux, quels sont les objectifs que je voudrais atteindre. Et dans ce fichier de déploiement, ce fichier de configuration, on peut spécifier par exemple le nombre de pods qu'on veut déployer, le contenu, la stratégie de mise à jour, etc. On peut spécifier c'est-à-dire les objectifs à atteindre. Donc je voudrais par exemple déployer les conteneurs en 3 réplicas. Je voudrais telle condition. Il y a un certain nombre de conditions que je peux spécifier. Et après, par la suite, quand je démarre mon application, ça y est, ce n'est plus à moi. Donc c'est Kubernetes qui devrait se charger d'atteindre cet objectif. C'est-à-dire dès qu'il y a une instance qui tombe en panne, c'est lui qui va la démarrer
dès que, par exemple, il y a un problème de santé, c'est-à-dire si il détecte qu'il y a un nœud qui tourne en ralenti, par exemple, qui devient trop lent, ben, il va migrer les conteneurs vers un autre conteneur, etc. Donc, c'est-à-dire, l'essentiel, c'est que si vous lui dites, voilà la cible que je voudrais atteindre, et après, donc, il va vous permettre donc, d'assurer donc cet objectif-là. Alors, il permet également de faire des mises à jour sans interrompre le service. Donc, on a déjà vu avec Docker Swarm. Et également, séparer l'application de l'architecture sous-jacente, c'est-à-dire, comme je disais, donc, gérer les applications et on ne va pas se poser la question quelle est l'architecture que je vais utiliser. Je peux, par exemple, migrer d'une architecture vers une autre architecture, c'est-à-dire d'un service cloud vers un autre service cloud. Donc, mais vous avez la garantie que vos applications vont fonctionner sans aucun problème. Également, il détecte tout seul les problèmes et c'est lui qui va tenter de les résoudre. Alors, quelques concepts de base avant de voir comment installer, comment utiliser Kubernetes. Alors, vous avez donc d'abord la notion de cluster. Donc, c'est quoi un cluster Kubernetes? Donc, c'est un ensemble de machines physiques ou bien virtuelles utilisées par Kubernetes pour faire tourner les applications. Donc, globalement, si vous utilisez Kubernetes dans un seul serveur, ça n'a pas trop d'intérêt parce que souvent, on a besoin d'utiliser un cluster, c'est-à-dire plusieurs machines physiques qu'on va utiliser pour pouvoir déployer les applications. Ça va, vous suivez? Je ne vais pas trop vite, non? Alors, bien sûr, vous pouvez toujours poser des questions, ça nous permet encore de discuter plus. Donc, il y a la notion de cluster. Donc, généralement, on va voir tout à l'heure dans l'architecture que Kubernetes fonctionne en architecture maître-esclave. Donc, vous allez avoir un nœud spécial qui s'appelle Kubernetes Master, qui contient un certain nombre de composants qui définissent ce qu'on appelle le plan de contrôle c'est-à-dire du cluster Kubernetes. Mais après, vous avez des nœuds, un ensemble de nœuds, c'est-à-dire de machines, qui représentent ce qu'on appelle des workers, c'est-à-dire c'est des nœuds qui vont se charger donc de déployer les conteneurs. Donc en fait, c'est ces nœuds-là qui vont déployer les conteneurs. C'est dans ces nœuds que vont s'exécuter les différents services des applications. Et la même chose, tout à l'heure, je vais revenir sur ces nœuds-là, qu'est-ce qu'ils contiennent, quels sont les différents composants qui sont déployés au niveau des nœuds qui est Kubernetes. En fait, un nœud, ça peut être une machine physique ou virtuelle dans laquelle sont déployés ce qu'on appelle des pods. Alors, contrairement à Docker Swarm, où l'unité de déploiement, c'est le conteneur, alors Kubernetes, lui, donc, quand il déploie les conteneurs, il va les grouper dans ce qu'on appelle des pods. Donc, en fait, un pod, c'est quoi? C'est un groupe de conteneurs. Ben, il dit que donc, Kubernetes, quand il veut déployer quelque chose, il va déployer des pods. Et un pod, en principe, si vous voulez, donc c'est un ensemble de conteneurs. C'est un pod, c'est tout simplement une unité qui permet de grouper un ensemble de conteneurs qui sont déployés ensemble. Donc c'est comme ça qu'il va gérer, c'est-à-dire ces conteneurs. Donc un pod, c'est un groupe de conteneurs qui sont déployés ensemble. Et après, la même chose, pour segmenter les pods, pour les classifier, pour les segmenter, on utilise la notion de namespace. Donc ça permet c'est pas uniquement les pods, les namespaces permettent de segmenter les pods, les volumes, les secrets. Donc globalement, c'est une manière un petit peu d'organiser. C'est un peu ce qui fait que Kubernetes fait mieux que Docker Swarm. Parce que dans Docker Swarm, c'est vrai, il résout les problèmes techniques, mais pour Docker Swarm, l'unité de déploiement, c'est le conteneur, n'est-ce pas? Ben, donc, il n'y a pas cette notion de grouper les conteneurs, il n'y a pas cette notion de namespace, ce qui fait que Kubernetes, avec ça, il va permettre de faire beaucoup plus de choses qui sont plus intéressantes. Et après, donc, pour pouvoir interagir avec un cluster Kubernetes, il y a une commande, il y a un petit programme sur ligne de commande qui s'appelle kubectl. Donc, c'est avec cet outil-là que vous allez pouvoir interagir avec le cluster. C'est avec cet outil que vous pouvez déployer des pods, vous pouvez arrêter, consulter, etc. Si vous voulez, c'est la commande de base de Kubernetes. C'est cet outil-là que vous allez installer également. Alors, pour l'architecture, comme je disais, de Kubernetes, donc, il suit l'architecture maître-esclave.
Donc, l'ensemble des composants de Kubernetes peuvent être divisés. Il y a des composants qui sont déployés dans le master. Ils ont un rôle spécifique. Et après, il y a d'autres composants qui vont être déployés au niveau des nœuds workers. Alors, on va essayer donc de voir, en principe, ces différents composants. Alors maintenant, si on regarde maintenant le Kubernetes master. Donc, Kubernetes master, donc c'est l'unité de contrôle principale qui gère la charge de travail et qui va diriger donc la communication entre l'ensemble du système. Alors, autrement dit, c'est-à-dire c'est le plan de contrôle, c'est-à-dire cette machine, c'est-à-dire ce nœud qui va permettre de contrôler tout ce qui se passe au niveau de Kubernetes. Alors, quand vous vous demandez de déployer, par exemple, un pod, et bien tout simplement, c'est Kubernetes Master qui devrait se débrouiller de déterminer quel est, par exemple, le nœud le moins chargé, quelle est la machine qui est sélectionnée pour déployer telle chose. Et c'est lui qui va contrôler la santé des autres nœuds. Et dès qu'il y a un problème, c'est lui qui va permettre d'arrêter et de démarrer dans un autre nœud. Alors globalement, donc on va dire c'est la tour de contrôle. C'est lui qui va contrôler tout ce qui se passe au niveau du cluster Kubernetes. Donc le plan de contrôle de Kubernetes consiste d'abord en plusieurs composants. Il y a un ensemble de composants qui sont déployés. Alors ces composants peuvent être déployés soit dans une seule machine, c'est-à-dire vous utilisez un master dans une seule machine, ce qui est risqué, parce que si vous utilisez un master unique en une seule instance, le risque c'est quoi? C'est ça tombe en panne, donc vous perdez tout, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que même le master, il est déployé en plusieurs instances, c'est-à-dire sous forme d'un cluster. Donc les composants de contrôle peuvent être déployés soit dans une, c'est-à-dire peuvent être déployés soit dans une seule machine ou tout simplement ils peuvent être déployés dans des machines qui sont différentes. Donc tout ça c'est prévu dans l'architecture de Kubernetes. Alors tout ça c'est bien sûr pour résoudre le problème de haute disponibilité. Alors je crois maintenant vous avez l'habitude de manipuler ces termes parce que depuis le début, c'est toujours la problématique du système distribué, du cloud computing, du big data. Ça tourne toujours autour de ça. La haute disponibilité, c'est qu'il faut toujours chercher des solutions qui vont garantir que le système fonctionne tout le temps et il ne va jamais s'arrêter. Donc forcément, vous avez maintenant beaucoup d'idées à ce niveau-là. Alors en fait, Kubernetes Master, c'est-à-dire quand vous démarrez le Kubernetes Master, vous allez trouver donc un ensemble de composants qui sont déployés. Alors parmi ces composants-là, on va trouver d'abord etcd. Donc c'est quoi? C'est une unité de travail. Toujours un problème. Voilà. Alors donc c'est un système de gestion de base de données qui permet de stocker des données sous forme de key value store, c'est-à-dire pratiquement toute la configuration, l'état du cluster généralement, il est stocké dans cette base de données. Alors en fait, ça c'est un SGBD interne qui est utilisé et qui permet donc de stocker, de persister l'état du cluster. Alors pratiquement tous les événements qui se produisent, la configuration actuelle et l'état actuel généralement c'est-à-dire du cluster Kubernetes est stocké dans cette base de données. C'est une base de données qui est, on va dire, légère. C'est-à-dire il est légère en même temps, donc il est parfaitement optimisé pour travailler dans ce contexte. Alors ça c'est la première des choses, donc ça c'est un élément important. Alors bien sûr, donc cette base de données, il y a beaucoup de composants qui vont scruter cette base de données. C'est-à-dire que par la suite, il y a beaucoup d'autres composants qui vont toujours scruter cette base de données bien sûr pour avoir des informations sur l'état de la machine, plutôt sur l'état du cluster d'une manière générale. Alors ensuite, il y a API Server. Donc API Server, donc tout simplement c'est une API REST, c'est un conteneur web avec une API REST
qui permet d'assurer la communication entre les différents composants internes d'abord, parce que les composants internes, ils sont distribués du cluster, donc ils vont interagir via cet API REST, donc ils assurent la communication interne, mais également la communication externe, c'est-à-dire que vous avez un développeur, une application par exemple de l'extérieur, avec un outil par exemple kubectl, quand vous le manipulez, vous interagissez directement avec cet API REST, ben, c'est elle qui va communiquer avec les autres composants pour pouvoir exécuter des opérations. En tout cas, c'est une API qui permet d'assurer la communication interne et la communication externe. Alors ensuite, vous avez ce qu'on appelle un scheduler. En fait, le scheduler, donc c'est tout simplement c'est l'ordonnanceur qui va permettre de décider ou bien de sélectionner quel est le nœud qui devrait faire tourner un pod. Parce que quand vous voulez par exemple déployer un pod, forcément comme il y a plusieurs machines, donc le scheduler c'est lui qui va déterminer quelle est la machine qui est la moins chargée pour pouvoir déployer le pod. Et pour cela donc il a besoin il a besoin de recevoir, on va dire en temps réel, toutes les informations sur l'état des nœuds. Donc il devrait connaître en fait, l'occupation mémoire de chaque nœud, sa capacité disque, c'est-à-dire le taux d'utilisation des CPU. Donc tout ça, toutes ces informations-là, il va les récolter pour pouvoir décider à un moment donné, quand je vais déployer par exemple un pod, et bien tout simplement c'est lui qui va sélectionner quel est le nœud worker qui va se charger de déployer donc ce pod. C'est clair? Et après, vous avez un ensemble de contrôleurs appelés les controller managers. En fait, c'est des processus dans lesquels s'exécutent des contrôleurs principaux de Kubernetes. Pratiquement, c'est là où, on va dire, les composants les plus importants. Vous y trouverez ce qu'on appelle le daemon set, le daemon set controller et replication controller, c'est-à-dire on va dire le daemon set, c'est-à-dire c'est le service principal de Kubernetes. Et après, vous avez le contrôleur qui permet de faire la réplication. Alors, la notion de réplication, c'est quelque chose de très important dans le domaine de la haute disponibilité. C'est-à-dire que c'est lui qui va garantir que si vous dites, par exemple, je voudrais ce pod, je voudrais le déployer en 4 réplicas, tout simplement, c'est lui qui va se charger de gérer, c'est-à-dire d'atteindre cet objectif, si vous voulez. Donc, quand il y a un pod qui tombe, plutôt un conteneur qui tombe en panne, donc il va se charger donc de résoudre ce problème. Mais en tout cas, donc ça c'est des contrôleurs managers. Alors tous ces composants que vous voyez là, ils sont dans le nœud master. Ok. Alors, est-ce que la machine de Kubernetes Master est utilisée pour déployer des conteneurs? Non. Alors, parce que tous les conteneurs, l'application, c'est pas ici qui va être déployée. Donc ça, si vous voulez, c'est le plan de contrôle. Donc c'est ce nœud-là qui va contrôler l'ensemble du cluster. Et après, par la suite, donc viennent les Kubernetes nodes dans lesquels on va déployer donc les conteneurs avec encore d'autres composants que je vais vous expliquer. Alors justement, donc Kubernetes Node, donc c'est un nœud, c'est une machine qui déploie généralement, donc c'est une machine qui déploie donc des workers qui vont se charger de déployer les conteneurs qui sont groupés en pods. Alors comme je disais tout à l'heure, l'unité de déploiement de Kubernetes c'est des pods. Donc on ne va pas dire je veux déployer plutôt un conteneur, mais je déploie un pod. Même si vous voulez déployer un pod, un seul conteneur, vous pouvez créer un pod qui contient un seul conteneur. Mais généralement, on ne trouvera jamais cette situation parce que minimum, vous trouverez dans un pod plusieurs conteneurs et ou tout simplement, vous pouvez trouver plusieurs instances dans le même pod. Donc c'est lui qui va exécuter donc la charge de travail, tout ce qui est l'exécution des services qui sont déployés dans des conteneurs, donc c'est ces nodes qui vont les exécuter. Donc bien sûr, donc un nœud Kubernetes node devrait
exécuter un Docker Engine, enfin, c'est-à-dire un moteur de conteneur, comme par exemple Docker Engine. Donc il faut juste noter que Kubernetes, il peut être utilisé avec n'importe quel outil de containerisation. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'utiliser Docker. On peut utiliser d'autres moteurs de conteneurs de différents types, mais il se trouve qu'aujourd'hui, donc, il n'y a pas mieux que Docker, donc, ce qui fait que pratiquement tout le monde, enfin tout le monde, si je dis tout le monde, je ne suis pas bien placé pour le dire, mais la majorité de... Vous savez, toujours quand on est dans le domaine de l'open source, il y a une vague d'une technologie que pratiquement vous avez l'impression que tout le monde utilise ça, mais il y a d'autres solutions qui sont peut-être, même Google parfois, peut-être il utilise autre chose que Docker. Mais en tout cas, donc, ce qui est sûr, c'est que dans la majorité des cas, ben, vous trouverez donc le moteur, c'est le Docker Engine qui va être par défaut installé, qui vont démarrer dans CNE Workers. C'est clair? Pas de questions? Toujours? Parfait. Alors maintenant, dans Kubernetes Nodes, ils sont faits pour déployer des pods qui représentent des groupes de conteneurs. Mais Kubernetes Node donc, déploie par défaut un certain nombre de composants. Il y a 3 composants principaux. Il y a d'abord un composant qui s'appelle Kubelet. Alors Kubelet, c'est quoi? Donc c'est un composant qui est responsable de l'état d'exécution du nœud. C'est-à-dire maintenant, il y a un responsable qui devrait se charger de surveiller le nœud local. Alors en fait, Kubelet, donc c'est lui qui va se charger de faire cette opération. C'est-à-dire qu'il devrait s'assurer que tous les conteneurs sur ce nœud-là sont en bonne santé. Donc c'est lui qui va scruter les conteneurs. Donc c'est Kubelet qui va scruter donc bien sûr l'état de santé, c'est lui qui va surveiller l'état de santé des conteneurs. Et quand il y a par exemple un problème dans un conteneur, donc il devrait réagir. Et pour réagir généralement, il devrait souvent envoyer en permanence des informations à Kubernetes Master, c'est-à-dire au plan de contrôle, parce que la décision vient toujours du plan de contrôle. C'est-à-dire le Kubernetes Master, c'est lui qui décide de l'arrêt ou bien de répliquer un conteneur. Mais pour le faire, il va s'appuyer sur Kubelet, qui est un composant qui surveille le nœud local. Donc chaque nœud worker de Kubernetes dispose d'un composant qui est responsable de surveiller l'état de santé du nœud. C'est bon? Donc, bien sûr, sous la direction du master. Alors, il devrait fournir souvent, chaque seconde, il y a un timer sous forme de heartbeat. Enfin, c'est des heartbeats, c'est-à-dire il y a un timer qui fait que, par exemple, pour chaque fraction de seconde, il envoie des informations sur l'état du nœud. Oui? Question? Oui? Oui. Alors en fait, Kubernetes Node, c'est le worker. C'est-à-dire c'est une machine, c'est un nœud Kubernetes qui déploie un Docker Engine, enfin un conteneur, un moteur de conteneur comme Docker Engine. Et c'est là où les services de l'application vont s'exécuter. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va trouver donc les conteneurs, sauf que les conteneurs ils sont groupés en pods. Donc ça, c'est pour le moment, c'est ce qu'on vient de dire. Alors vous avez également un autre composant qui est aussi important, c'est kube-proxy. En fait, kube-proxy, c'est quoi? C'est un composant qui est responsable d'effectuer le routage. Oui?
Alors en fait, c'est pas bien sûr, lui il communique avec le master parce que tous les composants internes, tous les composants du Kubernetes Node communiquent avec le master, n'est-ce pas? Parce que chaque composant a une responsabilité. Alors qu'Oublet, lui, il est responsable de surveiller l'état de santé des conteneurs et des pods de la machine locale. Ça, c'est sa responsabilité. Mais également, il y a d'autres composants qui vont faire d'autres choses. Donc, justement, chaque composant, il va servir à un certain nombre de choses. Mais il se trouve que tous les composants, ils vont envoyer en permanence des informations vers le plan de contrôle. D'accord? Donc, le deuxième composant du Kubernetes Node, c'est kubectl. Donc, il est responsable du système de routage du trafic. Alors, généralement, quand vous envoyez une requête HTTP, par exemple, vous voulez un service, n'est-ce pas? Vous voulez, par exemple, un service. Alors, selon la requête HTTP, il est redirigé vers, il passe d'abord par kubectl. Et après kubectl, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est lui qui va router cette requête-là vers le conteneur qui est sélectionné pour exécuter cette tâche. Alors, c'est important, pourquoi? Parce que, si vous vous rappelez, donc, on a dit que pour résoudre le problème de montée en charge, il faut avoir plusieurs instances de chaque conteneur. Mais il se trouve que, il y a plusieurs instances, et après, vous avez forcément, vous aurez besoin d'un système d'équilibrage de charge, de load balancer, si vous voulez, qui devrait se charger donc pour chaque requête de décider quelle est l'instance du conteneur qui va exécuter l'opération. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans par exemple, approche microservice, donc pour le problème de gestion de montée en charge, vous n'aurez plus besoin d'y penser. C'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de chercher une solution. Pourquoi? Parce que tout ça, il est réglé par Kubernetes, par l'outil d'orchestration des conteneurs. Donc il est responsable d'effectuer le routage du trafic vers le contenant approprié. Alors bien sûr, en se basant sur l'adresse IP, le numéro de port de la requête entrante. C'est-à-dire quand il y a une requête qui arrive, il y a l'adresse IP, il y a le port, et automatiquement, lui, via ces informations, il va router bien sûr la requête vers le conteneur approprié qui va exécuter le service. C'est clair? Alors après, il y a le troisième composant qui est également très important, c'est cAdvisor. Donc c'est quoi? C'est un agent, cette fois-ci, qui va surveiller en permanence et récupère les données de consommation des ressources locales. Ça veut dire quoi? Vous savez que dans un nœud worker, il y a des CPU, il y a le disque dur, il y a la RAM, n'est-ce pas? Alors, la fonction principale de ce composant, c'est que lui, il va surveiller l'état des ressources, c'est-à-dire le taux d'occupation des CPU, le taux d'utilisation de la mémoire, etc. Alors, toutes ces informations-là, il va les envoyer en permanence vers le master. Ok? Alors, pourquoi? Parce que, comme je disais, quand vous décidez de déployer, par exemple, un nouveau pod, le master, c'est lui qui va décider quel est le nœud le moins chargé pour déployer ce pod. Mais comment il va le savoir? Donc, il a besoin d'avoir les informations sur l'état des ressources locales de chaque nœud. Alors maintenant, ce composant cAdvisor, donc il fait ça. Il permet d'envoyer en permanence l'état des ressources du nœud local. Quand je dis l'état des ressources, le processeur, la mémoire, l'utilisation, c'est-à-dire du réseau local qui est utilisé entre les nœuds, etc. Donc l'état du trafic, réseau, vous avez pratiquement beaucoup de choses. Il va faire beaucoup de choses. Parce que quand on fait de l'équilibrage de charge dans les systèmes distribués, alors quel est le programme, quel est le composant qui règle le problème d'équilibrage de charge Kubernetes? C'est le scheduler, n'est-ce pas? Le scheduler, donc c'est lui qui va faire l'ordonnancement, n'est-ce pas? C'est lui qui va décider donc quelle est la machine qui devrait s'occuper d'exécuter une telle tâche.
quelle est la machine qui devrait s'occuper de déployer un pod, en combien de conteneurs, etc. Alors pour cela, donc, ce scheduler, donc, il a besoin d'être informé. Alors qui va informer le scheduler donc, de l'état de chaque nœud? C'est advisor. Donc ça c'est globalement donc vous voyez, donc chaque nœud dispose donc de son composant qui permet de faire cette opération. C'est clair? Voilà. Alors après vous avez d'autres mécanismes qui sont faits dans Kubernetes qui permet une communication directe entre les nœuds. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous déployez un conteneur dans un pod, vous avez une instance dans ce pod-là et vous avez une instance dans un autre pod, n'est-ce pas? Vous avez un pod dans une machine et vous avez des réplicas dans une autre machine. Alors maintenant, on va voir que par la suite, dans Kubernetes, il y a un moyen qui permet de consulter plusieurs pods avec la même adresse IP. C'est-à-dire, je peux avoir un pod, plusieurs pods, qui peuvent être accessibles via une même adresse IP. Parce que quand vous avez par exemple l'URL pour accéder à un service, vous voulez accéder au service, n'est-ce pas? Mais après, le service, est-ce qu'il se trouve dans cette machine ou bien dans l'autre machine? Bah, vous ne savez pas, n'est-ce pas? Donc c'est qu'en principe, avec la même adresse IP, vous accédez à un service, mais le service peut se trouver dans un pod dans une machine X, ou bien il peut se trouver dans un pod d'une machine Y. Alors après, donc, il y a un moyen qui permet, bien sûr, d'attribuer une même adresse IP, d'accéder à plusieurs pods via une même adresse IP statique. Donc ça, c'est ce qu'on va décrire tout à l'heure, ce qu'on appelle les services. C'est un composant également qui est très important. Oui, vous voulez poser une question? Alors, c'est les scripteurs qui, lorsqu'on ne tombe pas, c'est Non, le scheduler, donc il ne faut pas mélanger parce que vous avez le contrôleur manager. Donc c'est lui la tête pensante de Kubernetes, du master. C'est lui qui la décision vient du contrôleur manager, n'est-ce pas? Alors maintenant, le scheduler, lui, le contrôleur manager, quand vous lui dites, par exemple, vous avez cet API REST, il n'y a pas de lien ici, mais c'est implicite. C'est-à-dire, l'API REST, il est lié pratiquement, il est lié à tous les composants. C'est-à-dire, via l'API REST, on contacte le contrôleur manager, et le contrôleur manager, vous lui dites, je veux déployer par exemple un pod, et pour déployer un pod, le contrôleur manager va contacter le scheduler, il va demander au scheduler. Voilà, donc comme je disais, contrôleur manager, c'est lui la tête pensante, mais après, il va, par exemple, pour distribuer, par exemple, la charge, il va s'appuyer sur le scheduler pour faire cette opération. Alors maintenant, comme je disais tout à l'heure, dans un Kubernetes node, les conteneurs sont déployés, les conteneurs, parce que le plus important dans tout ça, c'est les conteneurs. On est bien d'accord? Parce que les services des applications, ils sont dans des conteneurs Docker, par exemple. En fait, c'est ce qui nous importe. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour prendre un conteneur et de le déployer dans une machine. Donc finalement, les services des applications se trouvent dans les conteneurs. Et les conteneurs sont organisés dans des pods. Alors maintenant, on va essayer donc de voir. En fait, les pods, c'est quoi? Comme je disais, c'est un groupe de conteneurs qui sont déployés ensemble. Alors, les conteneurs d'un pod, les conteneurs qui se trouvent dans un pod, sont toujours démarrés, arrêtés et répliqués en groupe, ensemble. N'est-ce pas? C'est-à-dire pour Kubernetes, il ne connaît pas soi-disant, c'est-à-dire il ne manipule pas directement les conteneurs, mais pour lui, il manipule les pods. N'est-ce pas? Et après, donc, tous les conteneurs qui se trouvent dans le pod, tout simplement, ils vont réagir. Quand vous voulez, par exemple, arrêter un conteneur, n'est-ce pas? Donc, vous allez vous manipuler, vous démarrez le pod, ou bien vous arrêtez le pod, ou bien vous répliquez le pod. C'est en quelque sorte, le pod, c'est l'unité de déploiement de Kubernetes. Donc, tous les conteneurs
qui se trouvent dans le même pod partagent le même network. C'est-à-dire, on a déjà expliqué ça. Dans Docker Engine, vous pouvez créer un network et après l'ensemble des conteneurs qui sont déployés dans le même pod partagent le même network. Et les mêmes, ça veut dire les mêmes namespaces, les mêmes adresses IP, les mêmes numéros de port. Ils peuvent communiquer ensemble en utilisant le localhost, c'est-à-dire qu'un conteneur peut contacter un autre conteneur qui se trouve dans le même pod en utilisant le localhost. Également, ils peuvent partager des données via des volumes partagés. Alors ça, c'est également un concept qui est important. On a déjà vu avec Docker, c'est que on peut également mapper les volumes. C'est quoi l'idée de partager des volumes? C'est-à-dire, vous avez un dossier dans la machine, vous créez un dossier, mais ce dossier, par exemple, il est partagé par plusieurs conteneurs. Alors, pour que plusieurs conteneurs qui se trouvent dans le même pod puissent partager, par exemple, un même dossier, des fichiers qui se trouvent dans le même dossier, donc on va utiliser ce qu'on appelle des volumes partagés. Donc, ça, c'est également, je vais en parler tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que le pod, c'est quoi? C'est l'entité, c'est l'unité de base qu'on va répliquer, c'est-à-dire qu'on va déployer et répliquer, et dans lequel on va mettre, bien sûr, et qu'on peut déployer dans plusieurs nœuds du cluster. Donc, ça, c'est globalement Kubernetes pour lui. Donc, vous faites ça. Alors, par exemple, pour déployer, pour déployer un pod, je vais vous montrer tout à l'heure sur ligne de commande. Donc, il y a l'outil kubectl qui va être utilisé. Donc, soit on peut utiliser directement le nom, c'est-à-dire sur ligne de commande, on peut spécifier la description du pod qu'on veut déployer, ou tout simplement, le plus pratique, c'est de créer un fichier YAML dans lequel on peut déclarer, c'est-à-dire l'architecture cible, et après donc vous dites create -f le fichier mypod.yaml, et dans le fichier mypod.yaml, c'est là on peut décrire il y a combien quels sont les services que je dois démarrer, quel est le service que je dois démarrer, combien de réplicas, etc. Donc on peut spécifier quels sont les volumes qui vont être partagés, etc. Donc on peut spécifier ces informations. Et après, donc, il y a des commandes comme kubectl getPods. Ça vous permet donc de consulter la liste des pods qui sont déployés dans le cluster Kubernetes. Ou encore delete pod ID, donc au pod name, si vous voulez supprimer un pod, etc. Donc tout à l'heure, je vais revenir sur les commandes. Alors, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que les conteneurs qui sont déployés en groupe dans des pods peuvent partager des volumes. D'accord? C'est-à-dire, en fait, les conteneurs qui se trouvent dans un nœud, ils peuvent partager des volumes. En fait, le volume, c'est quoi? C'est un espace de stockage qui peut être attaché. Il peut être attaché à un conteneur ou un groupe de conteneurs dans un même pod. OK? Alors c'est important d'utiliser des volumes. Pourquoi? Parce que parfois, si vous supprimez un conteneur, j'avais déjà parlé de ça. Donc si vous mappez un volume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volume se trouve en dehors du conteneur. Donc si vous supprimez le conteneur, est-ce que vous supprimez Imaginez que vous avez par exemple déployé MySQL dans un conteneur Docker. Vous savez que MySQL, il y a les données. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous supprimez, vous détruisez le conteneur? Pas de problème. C'est que toutes les données de la base de données vont être supprimées. Parce que si le dossier qui contient les données de l'application sont stockées à l'intérieur du conteneur, donc il y a un problème. C'est-à-dire, donc c'est pour cela que généralement, quand on déploie un conteneur, on va lui associer, comme on mappe les ports, on peut également mapper le volume. On peut par exemple démarrer MySQL, je vous ai déjà montré comment faire. Démarrer MySQL et vous lui dites voilà le volume se trouve dans le dossier /home/ etc. Et du coup, donc, c'est une manière un petit peu de dégager les données, bien sûr, du conteneur. C'est-à-dire, c'est une manière un petit peu de partager des données à plusieurs conteneurs. Ça, c'est quelque chose qui est assez pratiqué. Alors donc le
le volume peut persister indépendamment du conteneur, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire même vous pouvez déployer, vous pouvez supprimer le conteneur et le volume reste toujours persistant. Donc, pourquoi on a besoin du volume? C'est par exemple pour permettre au conteneur de partager un même répertoire pour le même pod. Alors, donc pour déployer le déploiement du contrôleur, c'est-à-dire pour déployer l'application, pour déployer un pod par exemple, généralement, souvent ce qu'on va faire, on va créer un fichier YAML ou bien JSON, mais dans la majorité des cas, c'est le format YAML qui est préféré, dans lequel, donc c'est l'élément central de Kubernetes. Donc c'est un fichier dans lequel on va décrire l'architecture cible qu'on veut atteindre. Alors, qu'est-ce qu'on va déclarer? On va déclarer les conteneurs qu'on veut mettre dans le pod. On déclare les détails des réplicas combien de réplicas pour chaque conteneur, la stratégie qu'on va utiliser pour les mises à jour. Donc, pas mal de choses, les volumes qu'on voudrait bien sûr partager, etc. Alors, donc c'est le déploiement du contrôleur de Kubernetes qui va se charger de maintenir cet état. C'est-à-dire, vous allez déclarer l'architecture cible. Et après, vous laissez Kubernetes, lui, il vous garantit que, ça y est, l'administrateur système, il peut s'endormir. C'est que vous êtes sûr que Kubernetes, il va maintenir cet état-là. Il va le maintenir, c'est-à-dire s'il y a un problème, comme je disais, d'un conteneur qui tombe en panne, c'est lui qui va le redémarrer, il va surveiller. Donc, vous lui dites uniquement, à travers ce fichier-là, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif. Alors, par exemple, quand il y a un pod qui plante, par exemple, tout un plante qui plante, il va le désactiver, il va l'enlever du load balancer. C'est-à-dire que finalement, quand il y a des requêtes, ce pod ne va plus être contacté. Et après, bien sûr, il va lui-même se charger de déterminer quelle est l'autre machine qui est libre, dans lequel il va déployer le nouveau pod, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il peut faire, qu'il peut automatiser. Alors ça c'est un exemple d'un fichier de déploiement de pod. Ici qu'est-ce qu'on spécifie? On spécifie donc souvent ça commence par la version. Ici donc c'est l'application version 1, c'est le nom de l'application / la version. Le type c'est un déploiement. Et après ici donc on spécifie donc des métadonnées. Alors d'abord le nom du pod, si vous voulez, le nom c'est Nginx, donc c'est le service qu'on voudrait déployer. Et après, dans le spec, on spécifie le nombre de réplicas. Par exemple, je voudrais déployer, c'est-à-dire dans ce pod, chaque conteneur, il va être répliqué 3 fois. C'est-à-dire ce pod, il va être déployé en 3 instances, si vous voulez, nombre de réplicas. Et après, par la suite, donc, vous avez également les pods, on va leur donner ce qu'on appelle un label. Alors, si vous vous rappelez tout à l'heure, je disais que avec la même adresse IP statique, on peut accéder à plusieurs pods. Alors, techniquement parlant, on peut se poser la question comment? Alors, comment? Parce qu'en fait, chaque pod, on va lui donner un label. C'est ce qui fait que on peut avoir plusieurs pods qui ont le même label. Et comme ils ont le même label, c'est-à-dire, et par la suite, en interne, Kubernetes, il va s'appuyer sur ce label pour, c'est-à-dire l'outil qui s'occupe de load balancer, c'est-à-dire le load balancer, il va s'appuyer sur ce label-là pour pouvoir donc, c'est-à-dire utiliser les pods dans un système d'équilibrage de charge. Alors ici donc le label, donc je spécifie comme quoi le label c'est Nginx, donc c'est un label que je vais attribuer à chaque pod. C'est tous les pods que je vais déployer, ils auront le même label. Et après par la suite, donc quels sont les conteneurs que je veux déployer dans ce label? Alors plutôt dans ce pod. Alors je vais déployer une image Docker qui s'appelle Nginx. Alors, en fait, le service s'appelle Nginx. L'image, c'est Nginx version 1.7.9. Et en même temps, on va mapper les ports, c'est-à-dire, on va essayer d'utiliser le port du conteneur, c'est le port 80. Donc, d'habitude, on a déjà fait ces opérations avec Docker, la commande Docker. Donc, tout ça, vous le spécifiez ici. Alors, vous avez le service. Il y a un autre service, vous pouvez l'ajouter, etc. On peut ajouter beaucoup de contraintes. Donc ça, c'est le descripteur de déploiement d'un pod. Et après, si vous voulez le déployer, vous avez kubectl create
-f le fichier .yaml et après vous laissez déployer. Il va le déployer et après, pas uniquement il le déploie maintenant, mais il vous garantit que cette architecture va être respectée tout le temps. C'est-à-dire quand il y a un problème de panne, lui, quand il y a une instance qui tombe en panne, donc lui, il va s'en charger. Donc tout ça, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire l'administrateur système, donc de ce côté-là, donc il sera tranquille. Donc en résumé, avec ce fichier-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous avez chaque pod est labelé app nginx, chaque conteneur est nommé nginx, et après on va exécuter l'image nginx de la version 1.7.9 et on va exposer le port 80 pour l'accès du trafic. Alors le dernier élément de concept, c'est le service. Alors en fait, les services dans Kubernetes, donc c'est un élément également qui est très important parce que tout à l'heure, comme je disais, comment faire pour accéder à plusieurs pods en utilisant une même adresse IP statique. Donc en principe, qu'est-ce qui va régler ce problème-là? C'est le service. Alors en fait, donc, le service, donc, principalement, il permet d'accéder à un groupe de pods avec une même adresse IP statique. Donc c'est presque le load balancer, mais il fait un peu plus que le load balancer. Donc c'est lui qui va gérer l'équilibrage de charge pour l'accès au pod. Donc c'est pour cela donc on va identifier les pods par des labels, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Chaque pod, c'est-à-dire les pods, si vous leur donnez le même label d'une manière générale, donc ça lui permet donc d'identifier donc les pods et ça lui permet de cibler quel est le pod pour chaque requête, quel est le pod qui va être contacté pour exécuter bien sûr l'opération décrite par la requête. Il fait le load balancing et après, notez qu'il y a 3 types de services qui sont fournis. C'est vrai que bon, ça c'est-à-dire dans les nouvelles versions de Kubernetes, il y a de nouvelles choses qui ont été ajoutées, mais en tout cas donc, dans la base, il y a cluster IP, node port, load balancer. C'est-à-dire vous avez 3 types de services qui sont fournis et c'est à vous à un moment donné de déployer ça. Donc tout à l'heure quand on va faire une petite manipulation, nous allons voir que pour pouvoir accéder, quand vous déployez les conteneurs dans un pod, la première des choses que vous allez faire, vous essayez d'accéder à l'application de l'extérieur. Vous tapez HTTP, l'adresse IP, le port, et le premier problème c'est que comment on peut y accéder. Alors, vous ne pouvez pas accéder de l'extérieur à un conteneur si vous n'avez pas déployé le service. Et le service, donc, vous déployez par exemple load balancer ou bien node port. Donc, c'est un service qui va permettre justement, vous spécifiez votre adresse IP et le port, et après, c'est ce service-là qui va faire c'est-à-dire qui va aiguiller la requête vers le bon conteneur qui va exécuter l'opération. Alors voilà, donc ça c'est des concepts. Alors si vous voulez maintenant, on va essayer de voir côté comment installer, la même chose, qu'est-ce qu'il faut installer pour commencer à travailler avec Kubernetes. Donc il y a des outils que vous allez utiliser. Alors d'abord, si vous regardez donc sur le site, déjà la documentation, elle est très riche, donc vous pouvez la retrouver sur le site de Kubernetes.